Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse au parcours et aux transitions professionnelles pour vous donner des clés d'une reconversion réussie. Je m'appelle Tiffaine, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et ou valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Aujourd'hui, nous accueillons Claire, qui s'est spécialisée dans le secteur médico-social, sanitaire et social et qui a su concilier maternité et entrepreneuriat. Écoutons-la. Bonjour Tiffaine. Comment vas-tu, Claire? Eh ben, écoute, je vais très bien et je suis super heureuse d'être avec toi. Bon alors, pour commencer, j'ai l'habitude de demander qui es-tu et comment tu peux te présenter? Ok. Écoute, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que donc moi je suis Claire Colotte et je suis maman d'une adorable petite fille qui a 21 mois. Je suis pacsée aussi, je suis en couple et aujourd'hui je suis entrepreneuse associée salariée de la coopérative CDP 49 et je développe mon activité de coaching professionnel et d'expertise dédié au secteur du médico-social, du social et du sanitaire. Voilà pour moi. D'accord, donc vraiment spécialisée dans un domaine particulier. Exactement. D'accord. Alors, dis-nous justement comment tu en es venue là et puis depuis combien de temps tu t'es lancée. Alors j'en suis venue là parce que je suis pas, je connais bien le secteur. J'ai travaillé pendant presque 10 ans sur des postes à responsabilité, soit directeur adjoint, enfin, directrice adjointe, d'établissement pour personnes en situation de handicap ou sinon pour personnes âgées. J'ai aussi travaillé dans un CCAS, donc tout ce qui est action sociale aussi, ça me connaît. Mais c'est aussi une histoire de famille, hein, parce que ma mère est aide-soignante. Ma tante était dans la protection de l'enfance. Enfin voilà, il y a vraiment ma grand-mère également était aide-soignante. Il y a vraiment quelque chose aussi qui se transmet de mère en fille peut-être. Voilà. Et, D'accord. euh, et pour la suite, donc ça c'est ma première partie de carrière, j'ai envie de te dire, une dizaine d'années. Et puis j'ai choisi de faire une formation de coaching professionnel pour développer vraiment une nouvelle casquette, quelque chose qui me plaisait beaucoup aussi, c'est-à-dire la partie relations humaines. Et donc je me suis lancée en coaching et en accompagnement professionnel. Et ben tu vois, tout récemment, puisque c'est depuis janvier, en fait, presque officiellement, quoi, janvier 2021. D'accord. Et alors, pourquoi avoir choisi le coaching? Le coaching, parce que je pense que vraiment, c'est ce qui me plaît le plus, en fait, dans mon précédent métier. Je me suis dit, OK, il y a des choses qui me conviennent bien dans mon précédent métier de direction d'établissement. Il y en a d'autres qui me conviennent un peu moins. Et comment je peux faire pour développer la partie qui me convient le plus et diminuer un peu celle qui me convient le moins? Et du coup, c'était ça, quoi. C'était le management en direct, c'était les relations humaines, c'était comment on avance ensemble, comment on manage une équipe avec bienveillance, mais aussi comment on aide les personnes individuellement à avancer, à être bien dans leur basket, à être à l'aise. Donc c'est ça que j'ai voulu développer. Et en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser au coaching professionnel, c'est quand même assez aujourd'hui, c'est assez galvaudé, beaucoup utilisé le mot coach. Et du coup, bon, je savais pas trop si c'était ça que je voulais faire. Et quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai vu qu'il y avait vraiment des théories, des processus, des choses très concrètes avec des outils très spécifiques qui aidaient vraiment à avancer. Et c'était une autre forme d'accompagnement et j'ai trouvé ça génial. Ça t'a tout de suite parlé. Ouais, carrément. D'accord. Et alors justement, tu disais, enfin c'est vrai que le mot coach, voilà, on peut y mettre aussi beaucoup de choses derrière ce mot-là, et puis on voit qu'il y en a énormément aussi sur le marché. Comment tu te démarques justement par rapport à d'autres coachs? C'est une très bonne question, je te remercie de la poser. Euh, Dans un premier temps, en fait, c'est qu'il y a différents types de coachs et il y a différentes formations de coach. C'est assez peu formalisé, professionnalisé aujourd'hui. Il y a trois grandes fédérations qui travaillent à la professionnalisation de la profession. Et moi, j'ai choisi une formation qui était accréditée par une de ces trois grandes fédérations, qui est donc ICF, International Federation Coaching, enfin un truc comme ça. Et du coup, ça engage en fait de sérieux dans cette formation déjà.
Donc voilà, donc il y a ça dans un premier temps. Du coup, ça fait que mon diplôme, il est reconnu. Il y a un diplôme qui est reconnu par l'État et par la fédération de coaching, comme je te disais. Mm. Et d'un autre côté, moi, je me démarque aussi en proposant en fait des offres qui sont spécialisées dans le secteur médico-social, social et sanitaire. Mm. Pourquoi? Au départ, c'était pas du tout mon idée, en fait. C'est rigolo. Ouais. Parce que bah, quand je suis partie de mon précédent poste, j'étais pas forcément dans l'idée de retourner dans le secteur, vraiment. Et puis finalement, comme je te dis, il y a un truc de cœur qui est un peu plus profond et j'y suis retournée en me disant, en fait, si j'avais envie de partir dans le coaching professionnel, dans l'accompagnement des professionnels, c'est aussi parce que j'ai vu une partie des personnes en souffrance, j'ai vu des professionnels qui n'allaient pas bien, j'ai vu des difficultés qu'on ne pouvait pas forcément surmonter en tant que directeur, en tant que manager. Et j'ai vu aussi comment moi, ça m'affectait. Et en tant que manager, je n'avais pas toutes les solutions. Et c'est pour ça que j'avais envie de retourner vers ce secteur. C'est que Mm. j'ai perçu un réel besoin et j'avais envie d'y apporter ma touche, mais du coup en ayant une fonction un peu différente que celle d'être dans l'entreprise, quoi, et dans l'établissement. D'accord, donc tu es parti d'un constat de ton ancienne expérience dans le médico-social. Tu as fait le constat que justement il y avait des besoins et tu as su tirer parti de ces expériences-là, des compétences que tu avais acquises pour après les transposer, je dirais, dans tes accompagnements de coaching. Ouais, complètement. Ouais, complètement. D'accord. Et alors, donc, est-ce que tu as rencontré des difficultés justement au moment où tu as voulu te lancer dans le coaching et l'entrepreneuriat? Parce que auparavant, tu n'étais pas entrepreneur, hein, si je comprends bien. Complètement, c'est ça. C'était une grande nouveauté, le pas dans le vide. Je savais pas du tout où j'allais. C'est vrai que c'est assez déroutant. C'est assez déroutant et donc si je parle de l'entrepreneuriat, euh, quand on se lance, on sait, quand on connaît pas, on sait pas quoi. Et en même temps, c'est une belle aventure parce que tout est nouveau et tout est apprentissage. Et moi qui étais restée une dizaine d'années dans mes précédents postes, des choses que je commençais à bien maîtriser, etc. Et ben du coup, ouais, ça fait un bon coup de fouet de repartir sur des nouveaux projets et ça c'est super riche. Aujourd'hui, je développe des expériences en plus donc de mes compétences, de ce que je vends, on va dire, mais je développe des expériences qui sont super intéressantes. La communication, enfin regarde, je suis avec toi en train de faire un podcast. Enfin, j'aurais jamais imaginé ça. Et en même temps, c'est super intéressant. Enfin, c'est hyper valorisant. Donc, je sais plus quelle était ta question. Oui, je te demandais justement cette transition aussi par rapport à l'entrepreneuriat et le coaching, parce que c'était nouveau pour toi. Ouais, tout à fait. Et du coup, l'entrepreneuriat, c'est pour ça que je disais ça, ça a été vraiment une nouveauté et j'apprécie vraiment beaucoup. Enfin, je trouve ça super enrichissant. Par contre, ça fait très peur et ça fout les chocottes aussi. Peut-être on aura l'occasion d'en reparler. Mais il y a des parties qui sont géniales et ça vaut le coup pour ça. Donc ça, c'est pour la partie entrepreneur. Ouais. Euh, pour la partie coaching, eh ben oui, une nouvelle posture, enfin rien à voir quoi. En fait, j'ai adopté une nouvelle posture et dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle qui sont, je dirais pas à l'opposé de ce que j'avais avant, mais en tout cas qui sont très différentes quoi. Mm. Dans le coaching professionnel, déjà, tu es dans une écoute active de la personne. Donc du coup, bah, c'est rigolo en fait de se rendre compte, ok, comment j'écoute donc mes clients, ça c'est une chose, mais aussi dans ma vie personnelle, comment j'essaye d'adopter ça. Et finalement, on se rend compte que des fois, on n'est pas dans une écoute active dans le sens où on attend qu'une chose, c'est de pouvoir placer notre phrase parce qu'on a aussi envie d'échanger sur ce qu'on est en train de dire et c'est pas vraiment de l'écoute active dans ces cas-là. Et quand je suis en accompagnement, eh bien je suis dans une écoute active comme toi tu es là, tu vois. Je J'essaye de repérer les mots forts, j'essaye de repérer les émotions, les gestes, la communication verbale et non verbale. Et ça, bah, c'est vraiment un champ nouveau que j'adore, quoi. Et alors, justement, tu disais qu'il y avait eu un impact, enfin, un changement aussi sur ta vie personnelle. Est-ce que c'est du fait de cette transition? C'est le coaching en tant que tel? Comment tu l'expliques aussi, ce changement sur ta vie personnelle? Très bonne question.
Non, non, mais tout à fait. En fait, ce changement dans ma vie personnelle, je pense que c'est vraiment l'acquisition des 11 compétences du coach professionnel, comme je te disais, selon ICF, quelque chose d'assez organisé et précis, comme je te disais. Et du coup, ça m'a décalé mon savoir-être un petit peu, Mm. tu vois, sur comment je fonctionnais avant. Cette formation de coach, elle m'a ouvert les yeux sur comment on peut fonctionner et c'est différent et ça apporte des choses différentes. Donc ça, je l'utilise et je le pratique dans mes accompagnements. Et du coup, dans ma vie, ça a aussi fait évoluer des choses, c'est clair. Et la communication dans mon couple, dans ma famille et même juste tout simplement l'écoute de soi-même, quoi, puisque du coup, Mm. ce que j'essaye de proposer aux personnes que j'accompagne, enfin, c'est ce que je propose aux personnes que j'accompagne. Et du coup, bah, c'est pas si simple que ça, j'en suis consciente, parce que moi-même, en ayant pas mal de trucs, astuces et de connaissances théoriques et pratiques, bah, c'est pas pour autant qu'on arrive facilement à se l'appliquer à soi-même. Donc des fois, je Mm. me fais des petits rappels à l'ordre. Ça, tu as commencé par toi avant de le mettre en pratique auprès des autres, quoi. Oui, carrément, c'est exactement ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis j'essaye toujours, hein. Faut toujours essayer. Oui, c'est jamais acquis. Exactement. Alors, tu parlais de peur tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a fait le plus peur justement dans cette transition? Quelle était ta plus grande crainte? Et ben, de pas être utile, je crois. Ouais. C'est-à-dire que moi, je voyais une vraie utilité à ce que j'allais proposer. Mhm. Comme tu dis, j'étais partie d'un constat et donc je l'ai transformé en proposition de service, quoi, en quelque sorte, en offre de service. Et en fait, la peur, alors quand je dis de ne pas être utile, c'est peut-être parce que moi, j'étais certaine de mon utilité, Oui. euh, j'étais certaine de ce que je pouvais proposer, mais ce qui est le plus frustrant, c'est est-ce que les personnes vont me trouver et vont comprendre ce que je leur propose? Parce que justement, on le disait, le mot coaching, c'est pas si simple que ça. Est-ce qu'il faut l'utiliser ou est-ce qu'il faut parler d'accompagnement? Bah, j'utilise les deux, du coup, coaching et accompagnement. Mais c'était ça ma plus grande peur, c'est est-ce que on va me trouver? Est-ce que je vais savoir me faire connaître? Parce que j'aime pas vendre. Je suis, Mhm. je- Personnellement, dans ma vie de tous les jours, je suis un peu anti-prospection. J'aime Mhm. pas qu'on me prospecte. Et du Mhm. coup, c'est très compliqué pour moi, c'est logique, d'aller prospecter des gens. Et du coup, comment les gens vont me trouver sans avoir à faire de la prospection parce que c'est dans mes antivaleurs en quelque sorte. Mhm. Ça, c'était ma crainte. Et alors, du coup, comment tu fais avec ça? Puisque faut bien à un moment donné te faire connaître et que tu vis. Parce qu'aujourd'hui, cette activité-là, tu l'as à temps plein? Oui, tout à fait. Ouais, 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 tout à fait. Voilà, aujourd'hui, je vis encore des allocations de retour à l'emploi de Pôle emploi Oui. que j'aurai jusqu'à la fin de l'année, donc qui m'aident vraiment dans le développement d'activité puisque je suis lancée que depuis janvier, mais je suis assez confiante sur la suite. Et comment je me fais connaître? Et ben du coup, j'utilise des méthodes qui me sont propres, on va dire, et qui sont OK pour moi. Et donc, je respecte ma valeur, enfin mes valeurs et mon écologie. Et c'est tout ça le coaching aussi, finalement. Ouais. Donc, si tu veux, des fois, je me coach un peu là-dessus, quoi. L'idée, c'est ce que j'aime pas dans la prospection, qu'on me fasse, et ben, j'essaye de pas le faire aux autres. Donc, je vais essayer de passer par d'autres moyens de communication pour que les gens me découvrent, mais sans que ce soit envahissant ou voilà, comme si je proposais et les gens ils s'y posent. Ça me Mhm. convient mieux dans ce sens-là. Ouais, d'accord. Et alors, tu as dit une phrase qui m'a un peu interpellée, c'est je me respecte dans mes valeurs et mon écologie. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là? Oui, tout à fait. Bah, là, dans l'exemple précis, ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui fonctionnent, par exemple des entrepreneurs qui peuvent fonctionner d'une certaine façon, de prospecter, et puis il y a plein de conseils qui nous sont donnés, hein. Il y a beaucoup de structures d'appui, on pourra en reparler. Mais après, c'est bien de prendre ce qui nous convient à nous, en fait, et d'accepter qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas faites pour nous. Moi, ce que je me dis, c'est que oui, je vais être entrepreneuse et oui, je veux vivre de mon activité, mais pas à tout prix. Je veux le faire Mhm. parce que c'est utile aux gens et que du coup, ça m'est utile à moi parce que j'aime aider les autres et ça me convient bien. C'est la mission que je me suis donnée, aider ceux qui aident les autres, Ouais. mais pas à tout prix.
C'est-à-dire que si c'est pour être malheureuse en tant qu'entrepreneuse, je préfère à ce moment-là reprendre une casquette de salarié. Je ne vais pas le faire coûte que coûte. D'accord. Est-ce que justement tu t'es fait aider ou en tout cas tu as eu peut-être des aides extérieures pour t'aider dans cette transition? Complètement, ouais. Alors moi, j'y suis allée, hein, à toutes les portes. C'est mon côté un peu analyste, c'est-à-dire que je suis allée taper à toutes les portes, je suis allée voir qu'est-ce qui me plaisait, j'ai fait mon marché. Il y a beaucoup de choses qui existent, voilà, que ce soit, donc moi je suis sur Angers, que ce soit sur le bassin angevin ou dans toute la France, sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc j'ai commencé par l'intermédiaire tout simplement de ma conseillère Pôle emploi, qui était, alors qui était au début un petit peu, bon, c'est pas réfractaire à mon projet, mais en mode, ah, ok, un autre coach, quoi. Et puis finalement, je pense que j'ai su lui prouver que mon dossier était sérieux, que j'avais très envie de mener cette activité jusqu'au bout. Et puis cette activité, elle a évolué, ce projet, il a évolué au fur et à mesure de mon étude de marché. J'ai mis 1 an à faire mon étude de marché. C'est pas D'accord. obligatoire les études de marché. Moi, le timing, il s'est passé comme ça. Ça aurait pu se faire en 2 mois, ça s'est pas fait en 2 mois. Alors, une raison simple, c'est que on n'en a pas parlé, mais à ce moment-là, j'ai été enceinte en fait, et du coup, j'ai vécu ma grossesse jusqu'au bout, et puis ensuite, j'ai passé quelques mois avec ma petite fille. Enfin voilà, il a fallu aussi un petit peu de démarrage suite au congé maternité, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est en premier Pôle emploi. Ensuite, je me suis très vite tournée vers la boutique de gestion qui s'appelle la BGE. Et ça a été vraiment une aide. J'ai pu bénéficier d'une formation de 6 semaines à la création d'entreprise qui était financée en grande partie par Pôle emploi. Donc, moi, j'ai déboursé. Enfin, en fait, j'ai rien déboursé parce que je fais partie des quartiers prioritaires de la ville d'Angers. Mais sinon, c'est 100 euros. 100 euros pour 6 semaines, c'est rien du tout. Et vraiment, c'était très concret et c'était très utile. Mais c'était que sur la partie business plan, on va dire. Mm. Et du coup, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier pour tout le reste. Et c'est-à-dire que dans mon étude de marché, ce que moi j'ai fait, c'est beaucoup de rencontres. Et c'est ça que j'ai envie de dire en fait, et c'est ça que j'ai envie de faire passer, c'est que le pour moi, en tout cas, le plus important, c'était de ne pas être isolé et de rester en contact avec les gens et de découvrir les personnes qui figuraient dans le futur environnement dans lequel j'avais envie d'évoluer. Donc, je suis allée rencontrer, on appelle ça des concurrents, puisqu'ils sont pas très loin de chez moi. Et ben, en fait, la porte, elle était plutôt grande ouverte, donc j'ai discuté avec eux. J'ai été rencontrer au téléphone des collègues, c'est des personnes plutôt éloignées qui faisaient à peu près la même chose. Donc, Mm. du coup, pareil, hein, j'ai pu garder de très bons contacts. J'étais dans mon choix de formation de coach professionnel. Ben, j'ai demandé à certains anciens élèves de certaines formations comment ils ont vécu cette formation, qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui leur a pas plu. Je suis allée vraiment balayer l'argent. Voilà. Et ça m'a permis vraiment de mettre le pied dedans avant même que l'entreprise soit créée. C'est-à-dire qu'en fait, mon entreprise, elle est vraiment créée depuis janvier 2021, mais ça fait 1 an que ça trotte et que tout le monde sait que je vais lancer quelque chose et qu'il faut juste que je finisse ma formation de coach professionnel, etc., etc. Et du coup, c'était déjà sur les rails, quoi. D'accord. Ça a mûri. Tu avais besoin de cette année-là pour mûrir les choses et faire ces rencontres, ces démarches. Et donc, tu parlais là, de ta conseillère Pôle emploi qui, au départ, était un peu réticente à ton projet. Encore un coach. Et alors, ton entourage, comment il a perçu ça, en fait, ce changement-là et cette envie de devenir coach? Ouais, c'est fondamental en fait cette question-là. Euh, je réponds à ta question, je la garde sous le coin de la tête, mais la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que de toute façon, si j'aurais pas été soutenue personnellement dans ma démarche, je pense que j'y serais pas allée. C'est-à-dire j'ai envie de dire que moi, j'avais besoin de me sentir complètement soutenue et complètement en cohérence là-dedans pour y aller. Et Mm. du coup, ça répond à ta question en parallèle, c'est-à-dire que je me suis sentie soutenue tout de suite. Alors après, quel métier, coach, accompagnant, formateur, qu'est-ce que tu as envie de faire clair? Peu importe, les Mm. gens, voilà, ils me soutenaient dans cette démarche de reconversion. Moi, j'appelle plutôt ça une réorientation Oui. finalement.
ou un nouvel élan professionnel. Et donc du coup, la première personne qui m'a complètement soutenue, c'est mon conjoint. Et avant d'être une aventure, c'est surtout une aventure à deux, et maintenant à trois, puisqu'on a notre petite fille qui est arrivée entre-temps. Et aujourd'hui, je vis encore entrepreneur, et on vit un peu entrepreneur, quoi. Enfin, Ouais. ouais, forcément, forcément. Forcément, ça a eu un impact sur ta vie en général et tu l'as très bien souligné tout à l'heure. Et alors, je reviens en arrière parce que je t'ai pas posé la question, mais alors, qu'est-ce qui a marqué vraiment cette transition? Parce que là, tu touches le chômage, donc c'est-à-dire que c'était pas forcément une démission de ton poste. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quel était l'élément déclencheur, je dirais? Et ben, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure. L'élément déclencheur, ça a été ma grossesse. Ouais. J'étais en poste de direction, et puis je suis tombée enceinte, et là j'ai fait un arrêt sur image. Et je me suis dit, oula, je sais pas ce que je veux, mais je suis pas sûre que c'est ce que je suis en train de faire. Ça n'a pas été facile, hein, vraiment. Enfin, euh, ça a été une petite torture pour moi quand même, hein, parce que parce que fermer la porte à une situation financière stable, sereine, à un poste qui nous plaît aussi, hein, où j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et si je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à tous ces postes que j'ai eus avant. Donc, c'est toujours difficile de mettre fin à quelque chose sans savoir vers quoi on va. Mm. Après, j'ai senti que c'était le moment, et que si je le faisais pas maintenant, je le ferais pas, peut-être pas du tout. Et je pense que ce qui m'a vraiment stimulée, au-delà de cet arrêt sur image, c'est de se dire, OK, comment j'envisage ma vie avec un enfant? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bon, bah voilà, dans mon poste précédent, je faisais aussi beaucoup de trajets et beaucoup d'heures de travail. Euh, et surtout, j'étais peut-être pas en cohérence totale avec ce que j'aimais faire. Il y avait aussi des choses qui me convenaient moins. Donc, comment je me concentre sur ce qui me convient le plus? Comment je peux en faire un métier? Point Mm. d'interrogation. J'avais pas toutes les réponses quand j'ai commencé, et aujourd'hui, je les ai toujours pas toutes. C'est normal. Et finalement, le chemin, il est aussi intéressant que la destination. Et donc, ce que j'ai fini par faire, c'est une rupture conventionnelle. À la fin de mon congé maternité, j'ai décidé de ne pas retourner, et j'ai négocié avec mon employeur précédent une rupture conventionnelle, ce qui m'a D'accord. permis en effet de toucher Pôle emploi, et ça c'est assez confortable, et aussi de rentrer dans le système du demandeur d'emploi, où vous pouvez aussi avoir des aides. Comme je vous disais, la formation à la BGE, c'est une formation qui est ouverte pour les demandeurs d'emploi, et je pense qu'elle est fermée pour tous les autres salariés. Donc c'est bon à savoir. Donc c'est vraiment idéal pour se lancer, en effet. Parce que tu avais parlé de ton projet de devenir coach à ce moment-là, à ton employeur? Pas du tout. Non? Pas du tout, du tout, du tout. Non, c'est vrai que c'est quelque chose qui a mûri de mon côté. J'ai simplement évoqué le fait que j'avais un autre projet professionnel. Et du coup, ça a été accepté et entendu. Je pense que c'était le bon moment de partir. Ouais. Hmm. Tu penses que si tu l'avais fait avant ou si tu l'avais fait après, ça aurait été pas le bon timing? Tout à fait. Euh, Comme je te disais, toutes ces expériences, c'est ce qui a construit ce que la personne que je suis aujourd'hui et ce que je peux proposer aujourd'hui. Parce que je fais pas que du coaching, je fais aussi de l'expertise, secteur médico-social. Du coup, je peux donner des conseils, je peux faire des audits, et tout ça, c'est grâce à ces métiers-là. Donc, ça aurait été trop tôt si j'avais pas eu cette première vie professionnelle avant. Alors, Hmm. souvent, les personnes qui font du consulting ou du conseil, c'est plutôt les personnes qui sont proches de la retraite, 50, 60 ans, Ça et dépend. il y a beaucoup de gens, enfin, dans le secteur en tout cas que je connais, c'était Ah c'était oui. plus ça. Donc ça reste assez jeune pour moi, une dizaine d'années d'expérience. Mais pour moi, c'est suffisant. Et si c'était plus tard, je pense que je serais passée à côté de moments précieux que j'ai pu vivre du coup avec la naissance de ma petite fille, mais surtout les premiers mois, parce que j'ai eu la chance de rester avec elle pendant un an et demi. Elle est en garde officielle, ouais, à temps plein, on va dire, depuis septembre dernier, donc septembre 2020. Donc c'est quand même assez récent. Et entre-temps, ce que je faisais, c'est que je travaillais mon étude de marché, je passais mes coups de fil pendant ce temps qu'elle faisait des siestes ou des choses comme ça. Je la faisais garder aussi ponctuellement par des amis ou de la famille en fonction de mes besoins. Hmm. Mais
ça a été du coup un peu difficile à gérer et en même temps, enfin, d'une telle richesse quoi, d'avoir pu partager ces moments-là aussi longtemps avec elle. Mhm. Ouais, c'est chouette. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés dans le cadre de ton parcours? Alors, je pense que les difficultés que j'ai envie de souligner, tu vois, et quelque chose, une cause qui me tient à cœur par là même, c'est maternité et entrepreneur ou maternité et travail. Mhm. Et, c'est rigolo parce que donc du coup Cassie elle est née un petit peu enfin largement avant mai 2019 donc largement avant le confinement mais quand je l'ai eu à un moment donné je me suis retrouvée en situation des fois délicate de pouvoir gérer des rendez-vous professionnels alors qu'elle était là donc il fallait que je la mette en garde mais comment je faisais parce que j'avais pas de moyens de garde les soutiens familiaux étaient pas toujours disponibles enfin ça a été compliqué pour dire la première fois où j'ai été à la formation BGE à temps plein pendant 6 semaines. C'est ma mère qui est venue la garder à la maison. Donc, enfin, ça montre aussi qu'il y a un truc qui est un peu difficile, je trouve, à gérer pour les mères, peut-être pour les pères également aussi. Hein, je veux pas parler, je veux pas les exclure. Mais comment on fait en fait pour composer entre la maternité, la parentalité et notre Mhm. travail? Ça, c'est un truc qui me tenait à cœur. Et, euh, et ce que je voulais dire par rapport au confinement, c'est que ce qui était rigolo, c'est que quand tout le monde s'est retrouvé confiné en télétravail chez soi, et ben en fait, tout le monde s'est retrouvé dans la même situation que moi. Et du coup, c'est devenu normal d'entendre les enfants derrière ou de dire, excusez-moi, je suis obligée de vous laisser, ma fille se réveille de la sieste. Et c'était devenu quelque chose de normal, alors qu'avant, c'était un peu... bah, en tout cas, moi, dans ma vision des choses, j'avais peur que les gens découvrent que je les appelais pendant la sieste de ma fille ou des choses comme ça. Mhm. Donc moi, j'ai envie de dire que c'est possible en fait, et c'est une cause qui me tient à cœur de dire que c'est possible et que les enfants et les jeunes enfants, ils n'ont pas à être cachés et que oui, on peut travailler, être efficace, être un bon professionnel tout en étant une bonne maman, un bon papa et en ayant envie de pas choisir entre ces deux choses-là qui sont Ouais. importantes pour nous. C'est ça. Et alors, donc, aujourd'hui, tu fais des téléconsultations, du coup, c'est ça? Enfin, tu fais en visio ou tu reçois en cabinet? Ben, les deux sont possibles. Les deux. J'ai un cabinet sur Angers où je reçois, donc c'est possible hein, avec les mesures sanitaires, tout est possible par rapport à cet accompagnement-là. Donc ça, c'est OK. On garde juste les masques. Donc j'ai un cabinet sur Angers, côté Lac de Maine à Angers, et puis je fais beaucoup de visio quand même, puisque du Mm. coup, alors ça c'est plutôt fait par la force des choses, parce que finalement les accompagnements que j'ai, ils sont plutôt du côté de Nantes, et ça fait un peu de route. Donc, on a décidé d'un commun accord avec les personnes que j'accompagne de faire en visio parce que ça fonctionne bien, tu vois, on est ensemble et ça fonctionne bien. Voilà, et puis je me déplace aussi en entreprise dans les Oui, établissements et les services. Donc, j'ai pas forcément besoin d'un cabinet à temps plein aujourd'hui, c'est pas mon objectif principal. d'accord, ça marche. Et alors là, au sein de la coopérative, hein, tu disais que tu faisais partie d'une coopérative. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans ton activité? C'est bien de s'arrêter sur cette notion de coopérative parce que c'est vraiment un statut à part en fait. Ça permet de ne pas avoir à choisir de statut. Quand on se lance, c'est compliqué quand même cette histoire de statut. Et en plus, on sait qu'il n'y a pas de statut idéal, ça dépend ce qu'on veut en faire. Enfin, moi, Mm. c'est vraiment ce que la BGE m'avait appris. Et alors, j'avais défini un statut idéal sur lequel j'avais prévu de partir. Et puis finalement, je suis quand même retournée voir cette coopérative qui s'appelle CDP 49 et qui m'a représenté leur projet. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas parce que je peux le faire seul, c'est pas parce que j'ai la capacité et l'endurance de le faire seul que je suis obligée de le faire seul. Et là, Mm. on respecte son écologie et ses besoins. Peut-être que j'ai envie un peu d'être accompagnée, peut-être que j'ai envie de pas démarrer tout à fait seule et tout. Et du coup, dans CDP 49, c'est un appui au développement de l'activité, mais c'est surtout un réseau en fait. C'est déjà, on commence pas seul parce qu'il y a un réseau, il y a un réseau de coachs, il y a un réseau d'entrepreneurs, mais de secteurs assez variés, Mm. où bah, on commence déjà par s'entraider. On n'est pas seul. Et du Mm. coup, c'est chouette. Euh, Outre ça, ça te donne un statut de salarié. Je suis entrepreneuse associée salariée. Alors associée, ce sera dans quelques années si je décide de rester dans la coopérative. Et salarié, ça peut arriver très vite. C'est-à-dire qu'on signe un CDI en fonction du chiffre d'affaires qu'on rentre.
Et du coup, ça nous donne tous les avantages d'un salarié. Par contre, il y a des inconvénients, c'est-à-dire que peut-être que financièrement, ça ne revient pas tout à fait au même prix, enfin, tu n'as pas le même bénéfice que si tu étais, je ne sais pas, micro-entrepreneur, par exemple. Mais tout ça, c'est des calculs et c'est pas facile à faire. Et moi, du coup, à un moment donné, je dis, oh, ça me fatigue, je vais partir avec la coopérative, ça me convient bien et j'en suis très contente, quoi. Il y a vraiment un bon esprit, un esprit d'équipe. Au-delà de ça aussi, c'est une coopérative qui est data dockée et qui est en cours de référencement Calliope. Donc, je peux proposer des formations, chose que je pourrais certainement pas proposer si j'étais auto-entrepreneur, sauf si je fais vraiment que ça. Mais c'est très, très précis, les formations. Il y a beaucoup de modalités techniques. Oui. C'est un métier, quoi. Donc, c'est eux qui gèrent la partie administrative. Oui, tout à fait. Ils gèrent la partie administrative, comptable Ouais. également. C'est un peu comme du portage salarial, mais avec encore des avantages en plus. D'accord. Ok. Bah, c'est intéressant en tout cas de le signifier parce que c'est vrai que pour les personnes qui démarrent, qui veulent se lancer, c'est des choses qu'on n'a pas forcément connaissance au démarrage. Donc c'est bien de pouvoir l'expliquer aussi et puis d'aller chercher l'information comme toi tu as pu le faire aussi, aller toquer aux portes et voilà, oser en fait sauter le pas. Enfin, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaite se reconvertir? Vraiment, c'est le fil conducteur de ce qu'on a tiré depuis le début, mais de ne pas rester seul. Enfin, en tout cas, moi, c'était important. Donc, peut-être que pour d'autres personnes, ça va être important aussi. De ne pas rester seul, de ne pas hésiter à décrocher son téléphone, à contacter des personnes qu'on ne connaît pas, à rentrer en contact, soit téléphoniquement, soit les rencontrer, à créer du lien. À se regrouper en collectif. Moi, j'ai aussi développé un petit collectif avec deux coachs professionnels qui travaillent sur Angers, avec qui on a fait la formation ensemble. Et du coup, on développe des offres de services ensemble. Mais on échange aussi de nos pratiques, de nos difficultés, de nos développements, on se donne des conseils, on suit quelques webinaires, et ben on fait des petits comptes rendus sur les webinaires que les autres ont suivis. Enfin, c'est du coup voilà, c'est vraiment moi, j'avais envie d'être entrepreneur, mais j'avais pas envie d'être isolée. Et du coup, c'est de se dire qu'on n'est pas forcé d'être isolé quand on est entrepreneur. Il y a plein de choses qui existent et du coup, il faut pas hésiter à aller faire son marché. C'est ce que je disais tout au début, à aller faire son marché et se dire, OK, qu'est-ce qui me conviendra le mieux? Ouais. Puis alors j'ai retenu une phrase je l'ai notée d'ailleurs, que tu as dit, c'est le chemin est tout aussi intéressant que le résultat. Mm. Ouais. Ouais. Et je trouve qu'elle est assez parlante cette phrase-là et je pense que c'est important d'en prendre conscience et des fois on est évidemment focalisé sur le résultat, je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais en même temps faut voir aussi tout le cheminement qu'on a parcouru avant, pendant et puis qu'on va encore parcourir parce que c'est jamais fini quoi. Mais complètement, complètement, c'est exactement ça. Et en fait, je pense que ce chemin-là, c'est le plus enrichissant. Il est riche d'expériences, de rencontres, de partages, de découvertes. Et aujourd'hui, euh, quelle, quelle tournure va prendre mon activité professionnelle? J'en suis pas sûre. Comme je te disais, j'ai encore des questions qui restent en suspens. Par contre, ce que je sais, c'est que bah, je suis bien alignée avec ce que je fais. Je suis bien Mm. dans mes casquettes. Et puis, je suis aussi assez curieuse de ce qui se passe. C'est-à-dire que aujourd'hui, je me dis, ah, ok, du coup, j'ai rencontré telle personne. Est-ce que ça va donner quelque chose? Et puis, en fait, on s'attend pas, mais c'est une autre personne qui va nous apporter un conseil, un contact intéressant. Et je trouve ça super riche de pas savoir qu'est-ce qu'il va prendre et qu'est-ce qu'il va pas prendre et Mm. de tester et de découvrir. Et ça nous fait vraiment sortir de notre zone de confort. Mm. Et c'est hyper motivant aussi. Super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de terminer, Claire? Ben non, qu'est-ce que j'avais envie de te dire? Mais c'est exactement ça. Je m'étais dit la petite phrase de conclusion que j'ai envie de te dire, c'est que le chemin est plus important que le résultat. Il y a aussi autre chose, c'est que la seule certitude qu'on sait, c'est que tout est incertitude. Alors ça, Mm. c'est Mm. de dire que on n'a pas les réponses à tout, mais que on reste en perpétuel changement. Et c'est ça qui est beau aussi. Ouais, super conclusion. Je te remercie beaucoup, Claire, pour ton partage. Merci, Tiffany. Et vraiment, c'était très enrichissant, là, encore une fois. Et voilà, j'ai hâte de voir les retours suite à ton interview.
Merci beaucoup, c'était super. Merci à toi, à bientôt. Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle et je vous invite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Si vous pensez que cela peut inspirer ou apporter une aide à une personne de votre entourage, partagez-lui le lien de ce podcast. Le monde mérite de déployer ses ailes. À bientôt pour une nouvelle métamorphose.